Parfait, bienvenue, merci beaucoup de venir à cette masterclass en présentiel ou en ligne, parce qu'on a aussi pas mal de participants en ligne. Donc aujourd'hui, on va donc vous présenter comment augmenter la visibilité de vos messages publicitaires dans un environnement cookieless. Très important parce qu'effectivement, il y a un marché qui est en pleine mutation. Et ce qui est très intéressant dans ce marché en mutation, c'est qu'on va pouvoir vraiment commencer à comparer ce qui se faisait avant, le cookie, avec les nouvelles solutions, le contexte. Donc comment vraiment transformer tout cet aspect contextuel en data, comment exposer cette data de manière visible avec de la créativité. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter ce matin avec Margarita. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir ce matin. Alors, pour démarrer, on est tous conscients effectivement que dans ce monde en mutation dont parlait Fabrice, et on a un contexte à la fois légal et technologique qui complexifie notre relation avec les consommateurs. Tout d'abord, bien sûr, le recueil du consentement, qui est devenu de plus en plus complexe depuis l'arrivée du RGPD, depuis les dernières recommandations de la CNIL. Nous sommes aujourd'hui à plus de 30% des consommateurs, 30% des internautes qui ne souhaitent plus donner leur consentement pour des cookies publicitaires. Et en parallèle, nous avons les navigateurs, notamment Safari et Firefox, qui depuis fin 2019 ne supportent plus les third-party cookies. Donc nous avons plus de 25% du trafic Internet qui n'est plus visible, en tout cas qu'on n'arrive plus à toucher au travers de cookies tiers. Donc quand on regarde tout ça, le tableau de 2023 nous montre un monde quasiment 100% cookieless. Et dans ce monde cookieless, comment trouver et activer son audience de manière à pouvoir répondre aux besoins des consommateurs. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de voir tout ça au travers de deux axes. L'un, c'est l'axe de la data, donc trouver ses audiences et les activer. Et le deuxième, c'est l'axe de la créativité au travers de l'in-vidéo. Le ciblage contextuel est une des alternatives effectivement aux cookies tiers pour le ciblage notamment, et plus particulièrement le ciblage contextuel. Il a cette capacité d'allier du reach et de la précision afin de permettre de trouver ses audiences les plus précises et de répondre aux attentes de ses consommateurs. Alors, vous savez la différence entre les deux, mais juste quelques petits mots. Quand on travaille en analyse contextuelle par mots-clés, on s'attelle principalement aux mots-clés les plus fréquents. Donc, on va regarder quels sont les mots les plus présents et on va les utiliser pour catégoriser. Donc, typiquement, le mot assurance est présent plus de X fois, donc ce texte-là parle d'assurance. Mais je ne fais pas la différence de la typologie d'assurance, est-ce que c'est habitation ou auto, dans la précision de la data. Et on va plutôt identifier la relation entre les mots. Est-ce que ces mots ensemble créent un contexte, un sens compréhensible par un humain? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait des campagnes de contextuel et connaissent bien ce sujet? Par voix levée, donc je suppose que c'est assez... Ah, super. Donc on a des expériences, ça serait intéressant éventuellement de partager les retours que vous avez. Pour les autres, on va essayer, nous, de vous donner un petit peu plus de détails. Alors, comment ça fonctionne, le ciblage contextuel? En fait, globalement, on identifie le contenu des pages web de manière à pouvoir exclusivement comprendre le texte qui va être lu par un humain. Donc, on va nettoyer tout le bruit. Et à partir de là, des algorithmes d'intelligence artificielle vont essayer de comprendre ce contenu à la manière d'un humain. Pour vous donner un exemple, si on a un article qui parle d'un entraîneur de foot qui gère une équipe de millennials, qui a un rapport avec la hiérarchie un peu différent de celui que les générations précédentes avaient, si on travaille par mots-clés, les mots les plus présents seront sport et foot. Donc c'est là où on va classer cet article. Si on doit passer en sémantique, on va plutôt s'atteler à regarder la relation entre les mots et le fait qu'ils parlent de gestion d'équipe, de management. Et c'est dans cette catégorie-là qu'on va classer cet article-là. Et on peut aller jusqu'à une précision plus importante, gestion d'équipe millennials. Donc on va aller vraiment dans une précision très profonde. Et à partir de là, en fait, une fois que cette analyse est faite, on va procéder à la création de segmentations, que ce soit des segmentations tout à fait classiques qu'on connaît tous sur la taxonomie IAB, de la beauté, de l'immobilier, de l'auto, mais également aussi toutes les possibilités custom de créer des segments en fonction d'un brief donné, en fonction de besoins précis. Les avantages du contextuel sémantique sont tout d'abord au niveau d'un respect total. On n'utilise pas de cookies, on n'utilise pas de données personnelles, on n'utilise pas d'identifiant quelconque. Donc, on n'a pas besoin de consentement. On a la possibilité également de répondre aux besoins de toute la chaîne de valeur, de faire des campagnes de branding et des campagnes de performance. Et on est dans des environnements qui peuvent être garantis en brand safety. Avec la possibilité du contextuel d'identifier justement les contextes négatifs, on peut aller même jusqu'à la brand suitability, c'est-à-dire exclure que des contextes qui sont spécifiques à une marque.
Je suis une marque qui fait la promotion du gaz, je ne veux pas me retrouver à côté de tous les contextes qui parlent d'explosion au gaz, de suicide au gaz, etc. L'autre gros avantage du ciblage contextuel, c'est le fait d'identifier pas seulement le contenu des pages, mais d'aller plus loin jusqu'à l'identification de la compréhension des consommateurs. On peut comprendre les intérêts, les moments de vie, les intentions d'achat, et à partir de là, créer des segments très divers et variés sur toutes les thématiques disponibles. On voudrait vous illustrer tout ça au travers de deux cas d'usage plutôt pratiques pour vous montrer justement comment le ciblage contextuel rentre en pratique. On a choisi deux cas, un cas de branding et un cas de performance, justement pour illustrer toutes les possibilités que l'on peut avoir avec le contextuel. Le premier cas, c'est un cas de branding sur une campagne vidéo pour la marque Gallia de Danone, qui est sur un repositionnement de marque et qui travaille justement aujourd'hui sur le fait de ne plus parler du lait artificiel, puisqu'il y a effectivement des interdictions au niveau de la promotion de ce type de produits face à l'allaitement naturel, et effectivement de plutôt se positionner sur les problèmes des enfants auxquels le lait artificiel peut répondre. Et donc sur cette campagne-là, on a une cookie et une contextuelle de manière à voir quelle est la différence et quel est l'apport que le contextuel peut avoir par rapport au cookie. Ce que l'on constate effectivement, c'est sur les KPI, bien sûr, de base de la campagne, qui sont le taux de complétion et la visibilité, on a d'excellents résultats. Comme vous pouvez le voir, bien meilleurs que les résultats que l'on a en cookie. Donc on est entre 3 et 8% au-dessus de ces résultats-là. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on obtient ces résultats-là avec moins de pression publicitaire. La répétition naturelle du contextuel, de par le fait que l'on va aller toucher des audiences que l'on ne voit pas en cookie. Donc le fait de ne pas avoir d'identifiant nous fait sortir de la connaissance des personnes qu'on a en profil. Donc on va aller chercher des personnes qu'on ne touche pas naturellement en cookie. Donc le résultat, c'est effectivement moins de répétitions pour un résultat meilleur et pour des coûts optimisés derrière. Et le dernier learning que je peux vous donner de cette campagne-là, c'est effectivement le brand lift que l'on a mesuré. On voit qu'une campagne contextualisée a une meilleure mémorisation. Donc 7 personnes sur 10 se rappellent d'avoir vu cette campagne-là. Et le brand lift mesuré est largement supérieur de 6 points par rapport à celui qu'on peut avoir sur d'autres typologies de campagnes d'acteurs de la même industrie. Le deuxième cas sera un cas de performance pour voir justement les deux volets. On parle souvent du fait que le contextuel est principalement utilisé pour le branding. En fait, ici, on vous montre que justement, on peut faire de la performance sur une campagne au lead, donc de la pure acquisition, dans laquelle effectivement l'objectif principal reste le CPL, le coût par lead, qui est largement meilleur effectivement en cookie qu'en contextuel, ce qui a amené cet annonceur effectivement à passer la plus grande partie de ses budgets acquisition en contextuel au fur et à mesure. C'est une campagne qui a plus d'1 an contextuel. Pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement le CPL. La deuxième, c'est le reach unique. Et comme vous pouvez le voir, on est sur du reach unique qui est largement supérieur au cookie. On est systématiquement entre 70 et 85% sur le contextuel. Là où en cookie, on est souvent dans toutes les synchronisations d'outils, dans toutes les analyses d'utilisateurs qu'on va avoir, on est systématiquement entre 50 et 60%. Donc on va chercher du reach unique et on va obtenir de meilleurs résultats avec parallèlement une pression publicitaire moins importante. Alors, en fait, pour donner un petit sommaire de tout ça, l'analyse sémantique a énormément d'avantages, notamment dans cette capacité de trouver les bonnes personnes, de trouver les bonnes audiences de manière très précise et en même temps d'avoir aussi suffisamment de reach, de s'affranchir justement des problèmes de reach du cookie, aux services de campagne qui sont 100% basés sur la data. Et en parallèle, de pouvoir justement naviguer dans un environnement qui sera brand safe et qui sera favorable à la marque. Mais ce n'est pas toujours suffisant dans le monde futur. Et donc c'est important aussi de réfléchir sur un axe complètement différent et complémentaire qui est l'axe de la créativité pour apporter justement une vision un peu complémentaire et aller sur des formats qui sont plus engageants, plus visibles, mais moins intrusifs et en même temps non cookie dépendants en termes de KPI mesurés derrière. Et donc je laisserai Fabrice vous raconter la suite. Merci beaucoup. Donc effectivement, comme Maggie vient de le dire, on va avoir toute cette data mais chez les éditeurs. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, c'est vraiment de travailler main dans la main avec les éditeurs et de leur proposer des nouvelles solutions créatives. Et donc c'est ce qu'on s'attelle à faire avec nos formats. Donc on va vous montrer un exemple de format qui est le format InVideo. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le format InVideo ?
Donc, on a vu effectivement tout ce côté média planning contextuel, donc c'est ce qu'on vient d'expliquer, donc comment on arrive à traduire le contextuel en data. Mais derrière, il faut pouvoir effectivement exposer ça ou proposer ça aux internautes. Et donc, pour cela, en fait, on sait, d'après les rapports, que pratiquement 40%, 45% des publicités de temps en temps ne sont pas vues parce qu'elles sont en bas de page, parce qu'elles sont perdues dans le contenu, etc. Et donc, vraiment, ici, c'est comment on arrive à travailler la visibilité et la non-intrusivité des formats en proposant une meilleure expérience. Et donc, c'est toujours pareil, ce à quoi nous on s'attelle, c'est de regarder les KPI et comment on peut booster ça. Et donc, on aura une petite vision sur les KPI. Donc, comment ça fonctionne? Ici, c'est un exemple qui est live presque, parce que même si c'est le Roland-Garros de l'année dernière, on va voir si j'arrive à le lancer. Voilà. Donc c'est une campagne qu'on fait en partenaire technique avec France Télé depuis 4 ans maintenant. Et donc c'est eux qui commercialisent leur espace, bien sûr. Nous, on est uniquement en partie technique. Et donc au lieu d'être interrompu par un pré-roll ou un mid-roll, ici vous regardez votre match de tennis et on va proposer un petit jeu qui arrive comme ça sur l'écran. Au clic, on réduit le stream sans l'interrompre. Donc en fait, c'est toujours cette notion de pas imposer, mais de proposer. On propose, si on veut, on clique et on engage. Donc c'est vraiment le côté on propose, on engage et on convertit si bien sûr l'internaute le souhaite. Il y a une croix de fermeture dès la première seconde, donc s'il veut, il peut cliquer et fermer le format. Mais cette notion de non-intrusivité, alors bien sûr on va dire ah oui mais ça arrive par-dessus mon contenu, mais l'intrusivité est vraiment au niveau de est-ce que je remplace mon contenu par quelque chose d'autre? Ici non, parce qu'effectivement voilà. Donc pour résumer, en fait, comment ça fonctionne? La première étape, c'est que donc, comme on l'a vu pendant les premières secondes du lancement de la vidéo, on va nous analyser le contenu de la vidéo, le contenu de la page, et donc c'est là où on va faire donc, toute l'analyse contextuelle de l'environnement sur lequel l'internaute se trouve. Et donc pendant ces 10 premières secondes, on va ressortir donc du coup toute l'analyse sémantique. Et à partir de 10 secondes, une fois qu'on s'est également assuré que la vidéo était à l'écran 100% et visible, on va pouvoir faire un déclenchement de publicité. Donc encore une fois, ici, c'est de garantir que l'internaute va être captif et exposé à votre message. Mais encore une fois, en proposant, en suggérant, mais sans imposer avec une coupure pub comme on peut les connaître. Donc on va vous montrer quelques exemples de formats et à quoi ça ressemble. Donc ici, dans l'idée, on est sur un contenu avec Zlatan, interview sportif, et on peut pousser un petit widget interactif qui vient par-dessus. Donc encore une fois, il n'y a pas une interruption ou une coupure du contenu, c'est je consomme mon contenu et j'ai un message contextualisé en fait qui va apparaître par-dessus. Ici, dans une thématique plutôt voyage, si ça se lance, je ne sais pas où je dois diriger. Non. On va y arriver. Voilà. Donc du coup, on va détecter que c'est une thématique voyage. On peut réduire le stream encore une fois sans l'interrompre. Et ici, en fait, tant qu'on respecte le 16/9 de la vidéo, ici on fait un encadrement en 3 bandes avec une petite croix de fermeture de manière donc contextuelle et non intrusive avec ces formats in vidéo. Un dernier petit exemple qu'on va essayer de lancer d'un coup. Voilà. Où ici, on peut rajouter aussi une petite capture vidéo. Et donc là, c'est de dire aux annonceurs, vous pouvez donc, si l'internaute le souhaite, interagir avec une petite capture vidéo. On met en pause le contenu, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas l'internaute en dehors de votre contenu. Et donc, vous pouvez encore une fois interagir. Donc, dans les différents exemples qu'on a vus, on peut soit faire des petits formulaires pour prendre des formes de contact. On peut suggérer juste des petits widgets interactifs, des jeux concours ou même de la vidéo. Donc vraiment, toute cette approche, elle ne serait pas possible sans les éditeurs. Donc c'est un travail qu'on fait aussi avec tous nos partenaires éditeurs, c'est de pouvoir en fait apporter cette touche de contextualité par rapport à tout leur contenu et de leur proposer des formats innovants comme le format in vidéo afin de proposer une meilleure expérience publicitaire. De même, on voit aussi de temps en temps sur certains sites, on va devoir avoir un funnel de peut-être 2, 3, 4 pré-rolls de temps en temps. Ici, c'est d'alléger aussi la pression publicitaire parce qu'en fait, on peut accéder directement au contenu
et d'avoir après un message sponsorisé qui va arriver par-dessus. Tout ça, ça marche seulement si on a des bons KPI et des bons résultats. Donc la partie du haut, en fait, c'est les résultats qu'on a un petit peu de manière classique sur une campagne. Ça va être effectivement la visibilité, les taux de fermeture, le temps d'exposition, le CTR. Ça paraît bête, mais un format qui est visible et qui n'est pas fermé, notamment, il va être exposé plus longtemps. Ici, on a des moyennes d'exposition d'à peu près 10 secondes, et donc du coup, de l'engagement supplémentaire. Parce que si le format est d'engagement avec les internautes. Et donc la deuxième couche que nous, on peut apporter maintenant grâce justement à la data contextuelle, ça va être de pouvoir en fait analyser à partir donc, de tous ces KPI du haut, quels sont finalement, quelle est notre audience, où est-ce qu'on se retrouve en fait, est-ce qu'on est sur des moments de vie ou des centres d'intérêt. Donc on va pouvoir en fait ressortir en fin de campagne en fait quel est le profil finalement ou la fiche d'identité de nos consommateurs ou de vos consommateurs. Donc ici, par exemple, c'était un exemple pour un acteur dans l'immobilier. Donc on voyait que dans les moments de vie, ça peut être effectivement au moment d'un déménagement, d'un premier emploi. Donc on va travailler en fait tout cet aspect contextuel pour pouvoir mieux targeter. Parce que comme on le disait au début, entre les non consentis ou par exemple les personnes qui sont sur Safari, iPhone, ou en France, c'est pratiquement, je crois, 40% des gens qui ont des iPhones, c'est une audience invisible. Donc on est obligé de les adresser autrement. Donc on va travailler en fait sur ces thématiques. Et tout l'intérêt, en fait, c'est qu'en fin de campagne, quand on va pouvoir ressortir les centres les moyennes d'intérêt, c'est-à-dire où est-ce que vos consommateurs, finalement, sont présents et par quel contenu ils sont intéressés, et ça va nous permettre aussi, après, sur une deuxième vague, en fait, de réoptimiser, en fait, toute l'approche avec cette approche donc, contextuelle. Donc, pour résumer, par rapport à notre masterclass, l'idée, c'est vraiment de travailler donc, avec maintenant une approche contextuelle. Ce qui est vraiment génial, et on l'a vu avec les use cases de Maggie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a encore du cookie. Donc, vous pouvez vraiment faire de l'A/B testing entre une campagne cookie et une campagne contextuelle et vraiment voir en fait les retours et surtout de prévoir disparaître. Et derrière, c'est d'avoir cette touche de créativité où on va pouvoir rendre des formats plus engageants et plus visibles. Donc ça, c'est vraiment important parce que même si on a beaucoup de data et une super créa, si elle n'est pas visible, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour finir, ça va être tout l'insight, c'est-à-dire qu'on va vraiment traduire ce contexte en data. Et grâce au fait que cette data et ces formats vont être visibles, on va avoir toutes ces connaissances et ces performances qu'on va pouvoir réutiliser sur les campagnes suivantes de manière à optimiser de plus en plus vos campagnes et vos messages auprès de vos consommateurs. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai juste 20-25 minutes, donc je crois qu'on est dans les temps. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup. Donc j'ai deux questions en ligne. Donc quel taux de visibilité pouvez-vous garantir et est-ce que ce format in vidéo fonctionne sur tous les players ? Donc effectivement, en termes de visibilité, comme on le disait, on atteint pratiquement 90% sur chaque campagne. Tout simplement que ce qu'on expliquait, c'est que c'est la mécanique qu'on met en place. C'est-à-dire que l'internaute commence sa vidéo, on attend une dizaine de secondes, voire quinzaine de secondes, avant effectivement de pousser le message. Donc forcément, un internaute qui n'est pas intéressé par le contenu, dans les 10 secondes, il sera parti, donc on ne va pas le targeter. Et on a aussi des critères de visibilité au-dessus des normes, c'est-à-dire qu'on veut être sûr que pas pousser un message ou essayer d'interagir avec les internautes si on est en bas de page, si on est caché, etc. Donc pour la première question de savoir le taux qu'on peut garantir, c'est au moins 90%. Et oui, on est player agnostique. Donc le principe ici, c'est de pouvoir en fait être diffusé sur l'ensemble des publishers partenaires. Et une dernière, donc est-ce que ce format est disponible en TV et quelles sont les conditions pour que la publicité s'affiche sur un player ? Alors aujourd'hui, il n'est pas encore disponible en télé, donc ça doit être
question au niveau de la télé connectée. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille effectivement, parce qu'il y a plusieurs, c'est un environnement assez complexe, mais c'est l'ambition. Pour information, c'est un format en fait qui existait en télé traditionnelle dans d'autres pays comme aux États-Unis ou en Allemagne. Donc on a réussi à digitaliser. Et donc maintenant avec toutes ces nouvelles télé connectées et ainsi de suite. Donc c'est le but effectivement, c'est de pouvoir amener tout ce côté format innovant et bien sûr de le combiner avec tout l'aspect de la data. Merci. Est-ce que d'un point de vue créatif, vous êtes en mesure d'accompagner les agences et les annonceurs, de faire des propositions, ou est-ce que c'est un format où il faut qu'on arrive avec toute la matière Est-ce que vous avez des équipes pour nous accompagner? Alors oui, on a donc en fait on a un studio créatif donc qui nous permet effectivement de faire des propositions aux clients. Donc en fait c'est vraiment un cadre très fermé avec tous les assets, c'est une idée très précise de ce que veut l'annonceur, où effectivement on peut être force de proposition et avec l'expérience qu'on a au niveau de ces formats, de proposer finalement ce qui peut vraiment convenir par rapport au message. Donc comme on l'a vu, ça peut être soit sous forme de petits quiz, ça peut être des captures vidéo, on peut aussi réutiliser certains assets des réseaux sociaux, donc ça fait aussi une extension finalement de votre audience. On voit de plus en plus par exemple de formats vertical en vidéo, c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer, ou des petits sliders d'images. Donc voilà, après c'est aussi notre expertise finalement d'être force de proposition sur la créativité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, j'ai l'impression qu'on a été très clair. N'hésitez pas à nous faire signe par la suite, parce qu'on serait intéressé à partager vos expériences, justement, que ce soit dans ce type de format ou dans le contextuel, puisqu'il y avait des mains levées. Donc, c'est intéressant toujours de partager les expériences entre nous. Et on est présent au village Innovation en bas. Donc, si vous voulez qu'on échange, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.